Salut et bienvenue pour ces nouveaux résultats de sondage. Ça faisait un petit moment, j'avoue qu'il y a eu quelques petits contretemps, ça n'a pas pu se faire pour janvier et donc on a reporté ça ce mois de février. Ça tombe bien que personne ne veuille participer directement sur Tipeee à ces sondages-là, parce que sinon je l'aurais eu un petit peu dans le papa à cet égard-là. En tout cas, le sondage d'aujourd'hui nous a été fait par... Bonjour à tous et bienvenue pour le résultat de ce sondage que nous avons organisé avec Mayolek sur vos animaux Disney préférés, animaux non humanisés. Je suis très content de vous retrouver, ça faisait très longtemps que je ne vous avais pu envoyer une petite vidéo pour les sondages, mais voilà, il y a eu des choses qui ont fait que je n'ai pas pu être présent pendant assez longtemps, mais du coup je suis de retour. Ah Hugo, tu nous avais tant manqué. Ça faisait un moment qu'on t'avait plus vu et je suis content que tu reparticipes un petit peu à ces vidéos-là, ça rajoute un plus, hein, je trouve. En tout cas, voilà, une longue liste qui ne s'est pas faite toute seule, parce que ça a été un petit peu réfléchi au début et j'ai demandé de l'aide pour une fois. Voilà, j'ai fait appel à des gens pour me reprendre, pour me dire est-ce que j'aurais pas oublié ci ou ça. Ce sont le groupe de relecture, si j'ose dire. Et si je vais les lister, je vais quand même les nommer pour les féliciter. Merci beaucoup pour votre aide. Il s'agit de Flakis, Brian323 et Marie-Noël. Un grand remerciement une fois de plus pour ce que vous avez fait. Ce sont eux qui ont permis que j'affine cette liste avec le plus de cas possible en étant le plus exhaustif possible, et les choses qu'on me reproche, je tiens à dire que c'est fait exprès. Ce n'est pas un oubli, j'ai pleinement conscience des cas qui ne sont pas cités là-dedans, mais je les compte pas pour une raison assez simple. D'une part, lorsqu'on m'a reproché de ne pas compter le chien de Mulan, eh bien c'est parce que c'est un animal qui apparaît une vingtaine de secondes dans le film. Je veux dire, c'est un petit peu trop juste, un petit peu trop court pour ça. Je voulais pas que la liste soit trop longue. Déjà, qu'on ait dépassé la cinquantaine, ça m'embête un petit peu, mais bon, j'ai pas non plus tout jarté pour ça. Voilà, j'ai viré les animaux qui apparaissent, genre une quinzaine de secondes, histoire de... Et c'est ça quoi, il apparaît 10 secondes au début, il apparaît 5 secondes à la fin, le chien de Mulan. Vraiment, je suis censé attacher une importance particulière à ce chien-là, parce qu'à ce compte-là, j'ai oublié des tas de trucs, Il y a des tas d'animaux qui apparaissent 15 secondes pour avoir un micro-rôle, histoire de dire, dans énormément de films Disney. Donc, ouais, j'ai essayé quand même de virer les cas minimes. Très minimes, et ça en fait partie des chiens. Par contre, il y a un cas un petit peu particulier qui ne rentrait pas tout à fait dans la catégorie pour moi, même si je pense que ça peut être à débat, ça, c'est le criquet de Mulan. Tout le monde m'a dit, pourquoi il y est pas, pourquoi il y est pas? Et ben simple, parce que je le considère difficilement comme un animal de compagnie. C'est clairement pas l'animal de compagnie de Mulan, et c'est difficilement celui de Mushu. Ils ont plutôt une dynamique de partenaire, plutôt que maître animal, et c'est ça le truc. Je veux, dans cette liste, avoir un thème qui soit pas trop vaste, qui regroupe vraiment les animaux de compagnie, ceux qui ont un maître à un certain degré, qui essayent de respecter, qui essayent d'assister, et c'est le topo avec ça. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'autres animaux qui ne parlent pas, parce que à nouveau, ça c'est un cas particulier, ça les humanise trop, et je veux mettre ces cas-là à part, d'autres animaux en particulier qui sont juste sauvages et qui ne rentrent clairement pas dans la catégorie animaux de compagnie. Nous sommes d'accord. Le criquet, c'était le cas le plus indiscernable, dira-t-on, le plus entre les deux lignes. Et pour vous délivrer mon top 5. Alors un top 5 où je vais pas avoir grand chose à dire, parce que comme vous l'avez remarqué, vous êtes assez peu d'ailleurs à avoir répondu au sondage. C'est pas la liste la plus emballante qu'il ait existé, mais je vais tenter tant bien que mal de vous faire un top 5, en commençant par la 5e place Raja, le tigre de Jasmine dans Aladdin. Dans le même film, à la 4e place, je vais mettre Abu. À la 3e place, Lucifer. À la 2e place, j'ai mis Khan, ou Han, je sais pas comment on prononce le nom du cheval dans Mulan. D'ailleurs, je sais pas comment Mayo a trouvé son nom, certainement sur un site internet, parce qu'il me semble pas que ça soit mentionné dans le film. Et enfin, à la première place, Pégase, parce que c'est le personnage le plus développé de la liste selon moi. Cela étant dit, ne nous étendons pas sur nos tendons, tandis que les résultats tendent à démarrer. Donc nous commençons avec la liste des bons derniers une fois de plus, avec pour commencer le chien de lave d'Atlantide 2.
Je comprends. Je vais le dire clairement, je pense que la liste de fin a clairement été décidée parce que vous en aviez un petit peu rien à foutre de la plupart des suites Disney Toon à cet égard-là, et donc tous les animaux de compagnie de Disney Toon, vous les avez lâchés. Et puis je peux comprendre, hein, c'est clairement pas des animaux particulièrement marquants. Même si bon, il y en a quelques-uns également de Pixar. Mais on sent, ça c'est un truc assez évident, que plus on avance, moins on a envie de lister, et donc il y en a qui ont été un peu laissés pour ça. Même si je vais être assez d'accord avec les premiers qui viennent, hein. Non pas que c'est les pires tout à fait pour moi, mais je comprends sans problème leur place. Le chien de lave d'Atlantide 2, donc... c'est un peu gavant sur les bords, basique, et ils sont gimmick et pas super raccord. Si c'est vraiment un chien de lave, il devrait pas être doux, il devrait pas être super câlin. Ou alors s'il le fait, ça va pas être agréable du tout, quoi. Et ouais, un petit peu lourd, pas le pire, mais un peu lourd, je comprends. Blazy, le dragon de compagnie d'en avant, j'ai un peu hésité à le compter celui-là. Il apparaît régulièrement, histoire d'appuyer la dynamique de famille. De dire que, vous voyez, c'est un petit peu spécial, ils n'ont pas un chien de compagnie, ils ont un dragon de compagnie qui se comporte exactement comme un chien, donc ouais, il va pas marquer plus que ça, c'est pas le pire qui soit pour moi, mais bref, Pom Pom de Cendrillon 2, c'était juste la version féminine de Lucifer, en plus précieuse et pas très marquante, clairement pas très marquante, hein. Je l'ai pas placé aussi bas, mais je comprends cette place. Nous avons ensuite, à la suite, à peu de choses près, les mêmes notes, fromage et flambeau des films Clochette. Vous préférez légèrement flambeau à fromage, c'est compréhensible, il a un tout petit peu plus de personnalité, mais bon, hein, pas très marquant. À nouveau, il passe vaguement dans l'absolu, un petit peu lourd sur les bords, mais c'est pas les plus énervants qui soient pour moi, mais je comprends facilement qu'on les oublie, ceux-là. Spot du voyage d'Arlo. Alors, c'est particulier, ce gars-là, parce que, voilà, c'est un gag, le fait que ce soit un chien qui se comporte en espèce de petit chien qui attend un maître, ce genre de conneries, c'est un gag pas très drôle. Ça changeait en fait que il a une bonne relation avec Arlo une fois qu'on met ça en place et qu'on passe outre ça, mais s'il faut vraiment le considérer comme un animal de compagnie, ce que le film fait pas mal quand même, oui, il est un petit peu lourd à cet égard-là. Après, est-ce que c'est le pire du lot? Non. Non, vraiment pas. Mais bon, le voyage d'Arlo, très mal aimé dans tous les domaines, c'est sûr. T-Rex, le dinosaure chien, le dinosaure... Là, par contre, je l'ai foutu dans la fin, celui-là. Hein. Pas tout à fait à la fin, mais vraiment dans la fin. C'était débile. Ça n'importait rien et c'était même pas drôle. J'ai vraiment pas compris ce que vous avez essayé de faire avec ça et c'était ridicule, tout simplement ridicule. Ensuite, en 48e ex-aequo, on n'a pas souvent des ex-aequo, mais on en a. Argus de Rebelle. Donc, on a le premier cheval de cette liste et Scud, le chien de Sid. Pas loin après, on a Razmoth, le chien d'Andy, tant qu'à faire, hein, je l'ai fait à la suite. Voilà, autant Scud, le chien de Sid, je trouve qu'il apporte quelque chose en termes de fonction, et c'est une menace, je trouve pas mal dans l'absolu à ce niveau-là, autant visuellement c'est celui qui est le plus dégueulasse à voir dans le film. Hein. Déjà, les humains, c'est limite, le chien va les dérangeant totalement, donc visuellement, je comprends qu'il gêne. En termes de fonction, en termes de présence, ça va. Mais visuellement, il gêne. Oui, je ne l'ai pas situé aussi bas, mais je peux comprendre que même moyen. Par contre, le chien d'Andy, dans Toy Story 2, il était super sympa le peu qu'on l'a vu. On l'a vu pendant quelques minutes et voilà, il était de connivence avec nos jouets, il s'amusait bien, il avait une façon de réfléchir qui était assez drôle, et il passait bien. Et le fait qu'on montre qu'il est vieilli dans le 3, montre le passage du temps, il apportait beaucoup. Je l'ai clairement pas placé aussi, personnellement. En continuant sur les chiens, Dante de Coco, alors je l'aime pas trop, je le trouve un peu ridicule. Honnêtement, en prenant un peu de recul, c'est pas le pire qui soit, mais voilà, j'étais obligé de le rendre idiot dans la façon de se comporter, alors que vous auriez pu le rendre un chouïa plus fier, un chouïa moins gaguesque. C'est ça qui a tendance à m'irriter un poil, si j'ose dire. Mais en dehors de ça,
s'il servait pas à rien techniquement dans le récit, et les fois où il sert, je suis désolé, c'est tellement superflu. Si vous lui aviez donné un tout petit peu plus de classe et un rôle mieux défini, plus impactant, je pense que j'aurais pu l'apprécier. Tel qu'il est un petit peu irritant, exaspérant. Pas le pire, honnêtement, je l'ai pas mis dans le bas du panier, mais ouais, je peux comprendre cette place. Honnêtement, il y a pas mal de gens qui ont défendu Dante quand même, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bas. Mais apparemment, tout ce qui est un film récent, et surtout en ce qui concerne Pixar, c'est pas non plus le mieux vu. Alors je pense que vers la fin, c'est vraiment les derniers films qui ont moins marqué. À beaucoup de cas. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec La Reine des Neiges 2, juste après avec le Noc, l'élémentaire d'eau, et je trouve qu'il a la classe, qui représente bien un petit peu le côté sauvage de ces élémentaires, qui représentent la magie du coin, même si bon, en termes de logique, pourquoi c'est un cheval, pourquoi s'il est plus sauvage que l'autre, c'est toujours un petit peu nébuleux ça, mais dans la présence, dans ce qu'il signifie pour le développement d'Elsa, je trouve que ça pète la classe. Ce cheval difficile à dompter, qu'elle parvient à dompter, qui lui est fidèle, qui lui permet d'accomplir des choses par la suite, je trouve qu'il apporte pas mal de choses à cet égard-là. Je ne l'ai pas placé dans les meilleurs, mais il est quand même bien sympa, hein. Je ne l'ai clairement pas placé aussi bas. Et je suis un peu surpris de voir que la salamandre est mieux placée. On verra dans pas longtemps ça. Ensuite, nous avons la lébrierie d'Imelda, et autant pour Dante, j'ai des choses à redire, autant la lébrierie d'Imelda... La putain de classe. Ça permet d'afficher toute la créativité visuelle de cet univers sur la culture du monde des morts au Mexique, tout ça, c'est très bon. Et en plus, lui, il sert à quelque chose de façon poussée, de façon appuyée. Je vous comprends pas, je l'aurais clairement pas placé aussi bas, personnellement. Alors la blatte de Wally, alors c'est un peu mignon sa relation avec Wally, lorsqu'on la montre au début et un tout petit peu à la fin. Ça, c'est pas que le personnage en soi est particulièrement marquant, c'est une blatte. Mais c'est juste, à partir d'une blatte, un animal qui est pas super glamour, nous sommes d'accord, arriver à montrer un petit lien, la mentalité de Wally en forgeant cette petite relation-là, c'est assez joli. Voilà, c'est cette espèce d'animal dont on doit s'occuper, qui nous suit un petit peu comme ça. Je trouve ça assez beau, ce qui est représenté. Après, bon, je ne vais pas placer parmi le meilleur du meilleur non plus, mais voilà, je ne vais pas placer dans le pire, personnellement. Ensuite, bon, ben, le pire pour moi, hey, je me suis tellement étendu sur je ne veux pas, je ne vais pas en faire plus. Si jamais il y a un top retour sur Vaiana, c'est clair et net, il faut vous attendre à ce qu'il soit dans la liste des pires. Je ferai sans doute un top 10 du meilleur et du pire, hein, comme j'ai fait dans notre cas pour Vaiana. Donc voilà, hein, je m'étendrai là-dessus. Je déteste ce poulet. Vous le savez depuis des lustres maintenant, c'est l'animal Disney que je hais le plus. Et il était pas loin de tomber dans le top 10 des pires personnages Disney. Donc... Ensuite, poids, juste après. Ok. Vu le nombre de personnes qui disent à quel point ce petit cochon est trop mignon, il aurait dû remplacer Hey pour suivre notre héroïne, ça me surprend un peu. Sachant qu'au passage, il y a pas mal de gens qui défendaient Hey aussi, donc ça me surprend un peu qu'ils soient pas placés si haut que ça, ces deux-là. Mais poids, je m'attendais quand même à ce qu'ils soient mieux que ça, vraiment, et j'espérais aussi, parce que... Bon, sans être particulièrement transcendant, il est assez mignon, un peu joli, un petit peu gentil, et si on avait pu le développer, c'est ça le problème, si on avait pu le développer plus que Hey, il aurait pu avoir un rôle de soutien très joli. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais voilà, quoi, avec le potentiel qu'il a et ce qu'il a montré, je suis un peu plus que ça pour moi. Donc nous tombons ensuite dans les 40 à 31 avec donc la salamandre brunie. Voilà, un petit peu mignon sur les bords, pas particulièrement marquant. En toute sincérité, je préfère largement le Noc, hein, facilement. Voilà, Bruni, c'est la petite créature mignonne qui passe par là, qui copine rapidement avec notre héroïne, et puis c'est tout. Et c'est mignon, c'est mignonnet, mais ça signifie pas grand chose, je trouve. Alors que le Noc, c'est plus que ça. Donc ouais, un petit peu déçu que ce soit seulement ça. Après, nous poursuivons avec les chevaux. Bride Abattue de Melody Cocktail. Déjà qu'un personnage de Melody Cocktail soit placé devant autant d'autres personnages, c'est étonnant. Parce que c'est clairement pas le premier film auquel on pense. Et
Ok, si on voit ce personnage comme un cheval de cartoon, ça passe bien. Il a des bonnes réactions, assez drôles, et ses coups de pute en tant que personnage de cartoon passent. Le problème, je l'ai dit, hein, j'ai un problème avec le ton de ce cartoon-là, et lorsque ça essaye d'être sérieux et triste, en plus de ça, c'est tellement pas raccord. Et donc quand on essaye de montrer sa tristesse par rapport au fait qu'il a peur de perdre son maître, mais que c'est un gros connard après qui ne se repent pas de ses actes, j'ai du mal, vous voyez, quand on doit prendre un tout petit peu l'histoire au sérieux. Mais si on oublie ces détails-là et qu'on doit juste prendre ça comme un gros cartoon, il est marrant en tant que cheval, je le reconnais. Le cheval d'Ichabod, la même, c'est-à-dire un cheval de cartoon bien rendu, et ses réactions face au cavalier sans tête avec Ichabod rajoutent un truc, un vrai plus, donc il fait très bien passer ça en tant que cheval cartoon. Pas grand chose de plus à dire. Nous avons ensuite Félicia de Basile Détective Privé. Assez surpris qu'il soit placé, que cette chatte soit placée aussi bas, parce que quand même elle est assez marquante, hein, assez imposante dans l'idée. Peut-être que le fait que ce soit un gros chat qui ait des manières un petit peu de fille a moins plu, je ne sais pas trop. Je sais pas, je trouve que pour un animal acolyte du méchant, mais vraiment totalement animal, ça affichait très bien son côté désir de grandeur et faussement noble. Parce que là, elle essaye de se donner des airs un petit peu nobles avec son ruban, tout ça. Mais au fond, c'est une grosse sauvage. Je trouve que ça illustrait très bien Ratigan. Je l'aurais placé plus haut personnellement. Ensuite, Pile Poil de Toy Story 2. Sympathique. Le cheval fidèle. Rapidement. Je pense qu'il devient très vite fidèle à Woody, mais il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Il s'intègre acceptablement dans nos jouets. Ça fait toujours un petit peu bizarre le fait qu'il parle pas lui, contrairement à la quasi-totalité des autres, mais ça s'accepte, hein, ça s'accepte. Hein. Après, Sultan de La Belle et la Bête, donc le chien. À part le fait qu'il a été transformé en repose-pied, j'ai pas énormément de choses à dire là-dessus, il m'a pas grandement marqué, donc honnêtement je l'ai placé plus bas que ça, personnellement. Après, Achille, le cheval de Phébus, avec qui il a une certaine dynamique. Et ils ont une certaine alchimie, ils se comprennent un petit peu, j'aime bien. Hein. C'est pas ultra développé, donc c'est normal que ce soit pas aussi marquant que d'autres, mais j'aime bien quand même la façon dont c'est montré. On aurait pu faire plus, mais ce qu'on a fait, c'était très acceptable. Après, Johanna de Bernard et Bianca 2, c'est sans doute la partie la plus intéressante du méchant de ce film. Voilà, sa relation avec son iguane, je crois. Reprenez-moi si je me trompe. Je sais plus quel animal s'émerde. Bref, la relation avec son animal de compagnie au méchant, c'est la chose qui le rendait un petit peu drôle, vraiment. Il y avait une dynamique qui était un peu drôle. Le reste autour du personnage, c'était très bof, honnêtement. Donc voilà, c'est elle qui appuie le plus le potentiel du méchant, et pour ça, elle vaut quelque chose. J'aime bien, c'est une bonne menace, je l'ai placé un tout petit peu plus haut personnellement. Après, Percy de Pocahontas, l'animal le moins bien placé dans les trois de ce film, sachant que ça va être un peu espacé, vous allez voir, et peut-être que c'est mon préféré. Même si je suis pas super fan de cette race de chiens visuellement parlant, c'est sans doute celui avec lequel j'ai le plus d'affinité. Celui avec lequel j'arrive le plus à m'identifier. Parce qu'il lui arrive des tonnes de merde et il en veut à ce putain de raton laveur qui le fait chier. Et comme lui, j'ai envie qu'il s'en prenne plein la gueule sur raton laveur. Malheureusement, ça n'arrive pas. Donc, voilà. Ensuite, Bucky, l'écureuil de Cusco. Alors, celui-là, ça fait partie aussi des cas où c'était sur une fine ligne. Parce que, est-ce qu'il est vraiment un petit peu au service d'un humain en tant qu'animal de compagnie? Un tout petit peu sur la fin. Un tout petit peu dans le second film, un tout petit peu dans la série, à peine, c'était vraiment limite, j'ai hésité, je vous cache pas. Mais puis bon, hein, vu sa place, hein, ça n'a pas changé grand chose. Je m'attendais à ce qu'il soit mieux placé quand même, hein, parce qu'il est quand même plutôt apprécié, et puis Cusco, les gens adorent, plus ça va, plus les gens adorent, donc drôle, sympathique, pas profond, mais bien drôle pour le rôle qu'on veut lui donner. Après, à partir de la place numéro 30, nous avons Toby, de Basile Détective Privé. Là aussi, je suis un peu déçu que ce soit pas mieux placé que ça. Bon, dans le top 30, c'est déjà pas si mal, mais
Voilà, cool, un chien vraiment fidèle avec ses habitudes, son caractère de chien typique, qui aime nos héros, et il y a cette espèce de duel à la fois en termes de race d'animaux entre lui et Félicia, et surtout en termes de mentalité. Qui était très cool, hein, qui était bien appuyé, une fois de plus, la mentalité de notre duo antagoniste-protagoniste. J'aimais bien ça. Et sinon, j'ai pas grand chose de plus à développer, c'était pas le plus marquant, mais il était quand même bien sympa. Après, nous avons Khan, le cheval de Mulan, étonnant. Fidèle destrier, tout ce qu'il y a de plus remarquable de ce point de vue-là. Après, il n'a pas de personnalité, mais dans ce qu'il fait, je trouve qu'il est plutôt sympa. Puis, enfin, je dis, il n'a pas de personnalité, j'abuse un petit peu. Il a quand même tendance à être parfois un petit peu têtu. Il y a des interactions avec Mouchou qui sont plutôt sympas. Donc voilà, c'est un bon personnage. C'est ce qui me fait dire que, au bout du compte, Cricket aurait peut-être pas été placé si haut que ça si on l'avait compté, parce que, voilà, Khan, bon, sans être le plus marquant du film, c'est un cheval particulièrement satisfaisant dans son désir d'appuyer Mulan et dans ses réactions par rapport à ce qui lui arrive. On sent que c'est vraiment le cheval fidèle qui est prêt à tout pour épauler Mulan, et qui réagit de façon très vive et rattachable à toutes les frasques qui se passent à côté de lui. Je trouve qu'il apportait quelque chose, que le film n'aurait pas été la même, il n'y aurait pas eu la même dynamique s'il n'avait pas été là. Donc, ouais, mieux placé pour moi. Ensuite, Major, le cheval de Cendrillon, là par contre, je ne pige pas. Vous préférez Major à Khan ? Ok, il m'a pas grandement marqué, je vous cache pas. J'ai hésité à les compter, les animaux de Cendrillon, parce que ils m'ont pas grandement marqué, mais je me souviens quand même qu'à la fin, ils participent totalement à la supercherie de Cendrillon pour aller au bal. Ils sont là pour l'épauler, les animaux, en plus des souris. Les souris qui parlent, donc elles sont un petit peu à part, elles sont humanisées celles-là. Donc oui, ça aurait été quand même dommage de pas les compter. Mais ouais, tu m'as pas énormément marqué, hein, tout comme on verra plus tard... Non, il est pas là encore. Ah oui, c'est vrai, que le chien, il apparaîtra dans le top 20. On verra. Donc, alors, ensuite, Philibert de La Belle et la Bête, hein, les chevaux, on les enchaîne tout de suite. Et, ouais, il était sympa, il avait sa personnalité, il réagissait bien. Il servait à amener nos personnages d'un point A à un point B. Et en plus de ça, on lui a donné une petite personnalité pour pas que ce soit juste le cheval comme ça. Et à ce compte-là, il passe bien. Après, Tirelire de Taramel Chaudron Magique, que j'aurais placé plus haut... Ça doit être un des très rares cas où je suis plus gentil que vous sur Taramel Chaudron Magique. J'ai déjà fait un petit laïus sur ce cochon dans mon top retour. Voilà, il est très mignon. On sent que cette cochonne, cette truie a vraiment une attache particulière et a les bonnes réactions pour appuyer ce qui la touche. Et c'est vraiment le seul personnage du film envers lequel j'ai un peu d'attache, quoi. Ça vaut quelque chose, vraiment quelque chose. Après, nous avons Fleet de Pocahontas. Donc voilà, j'aime bien un tout petit peu le côté désabusé, le côté je fais pas confiance, un peu racaille de ce petit oiseau qui passe bien au bout du compte, qui passe bien. J'ai pas énormément de choses à développer, il est cool dans ses interventions, et ça veut dire que Miko est votre animal préféré de ce film, quoi. Ah, vous inversez par rapport à moi. Ah, ça fait plaisir. Après, nous avons Dina de Alice au Pays des Merveilles. Il est sympathique, le peu de temps qu'on la voit. C'est un de ces cas où j'ai un peu hésité, parce que voilà, on la voit un peu plus d'une minute au début et un tout petit peu à la fin. C'est un temps acceptable, mais est-ce que ça a une importance notable? Pas exactement. C'est quand même un petit peu notable parce que ça jouera un rôle. On n'oubliera pas que Calice a un chat. Ça fera partie des cas, des éléments de continuité et qui se répercuteront au fur et à mesure. Mais en dehors de ça, c'est le petit chat mignon qui a quelques petites expressions un petit peu drôles lorsque Alice fait sa petite faux folle, mais en dehors de ça, pas très marquant pour moi. Après, Sven de la Reine des Neiges, très marrant, j'aime bien son duo avec Christophe, et à part quelques moments où on le force à être un peu ridicule, notamment lorsqu'il essaye de bouffer la carotte d'Olaf,
Ces moments-là qui sont un peu trop gros, un petit peu trop concon sur les bords, mais qui sont pas si nombreux que ça, c'est un excellent élan de soutien. Reine de soutien, c'est pas un élan, c'est un reine, excusez-moi, je l'ai confondu avec Frère des ours. Donc, très bon reine de soutien, qui est là pour Christophe, qui a vraiment cette conscience du monde qui l'entoure et qui a son mot à dire, sans avoir à le dire exactement, en tout cas pas directement. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il apporte pas mal au film, et c'est ce qui me permet d'accepter davantage Christophe en dépit du problème qu'il représente. Enfin bon, j'ai déjà détaillé ça dans mon top retour, blablabla. Ensuite, Samson de la Belle au Bois dormant, que vous préférez donc à Philibert, à Cannes et à Achille. Je vous comprends pas. Je veux dire, il apporte un petit quelque chose à Philippe, quoi. Il a une petite dynamique de duo, mais c'est pas aussi poussé qu'avec les trois autres chevaux que je vous ai listés avant. Donc ça me fait bizarre. Ça me fait vraiment bizarre que ce soit aussi bien placé en comparaison à cela. Après Evin Rune de Bernard et Bianca, mignon. En fait, c'est le seul animal que Bernard et Bianca rencontrent là-bas en tant qu'alliés et qui passe bien. Parce que tous les autres animaux et leur délire, où ils discutent de ci, ça, ils font le gros bordel à la fin, ils alourdissent le récit. Lui, c'est l'animal de soutien qu'il a pour soutenir, pour aider, pour aller d'un point A à un point B de façon pratique, et qui s'attache assez rapidement à nos souris, prêt à les aider et tout, et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le lien qui se forme, même s'il est un peu rapide avec eux. Il apporte un petit quelque chose, lui. Malheureusement, les autres animaux n'aident pas, mais lui, il a un petit quelque chose. Top 20, le faucon de Shan Yu, qui est super classe, qui appuie super bien Shan Yu, sauf à la toute fin où il est un petit peu battu comme une merde. C'est le truc qui le rabaisse un peu, malheureusement, mais le reste du temps, il est super cool, super classe. Rien de précis à dire en plus. Après donc Miko de Pocahontas. Là aussi, je me suis étendu sur le personnage, hein. Vous savez que je le supporte pas. Je vous ramène à mon top retour sur Pocahontas, blablabla. Hein, depuis le temps maintenant, hein, j'ai tellement de trucs. Hein. Je pourrais dire pour la plupart des personnages, je vous rapporte à ci, je vous rapporte à ça. Et ça irait beaucoup plus vite en fait. Hein. Pourquoi je m'emmerde à faire des trucs détaillés dans cette vidéo? Donc, nous avons les mésanges de Cendrillon que j'aime bien. Elles n'ont pas un rôle particulièrement poussé, c'est sûr, mais elles ont pile poil les bonnes réactions. Elles aident, elles soutiennent, elles interviennent vraiment quand il y en a besoin, sans en faire trop, contrairement aux souris. Et oui, il y a quelques-unes de leurs réactions dans Cendrillon 3 qui sont priceless. À nouveau, un de mes moments préférés, c'est vraiment ce tout petit passage d'une seconde où il y a une mésange qui roule des yeux en voyant Gus et Jacques faire des cons. Ce genre de truc, ça me marque pas mal. Après, est-ce que c'est les animaux de compagnie les plus poussés, les plus développés qui soient? Mais non, mais ils sont vraiment sympathiques lorsqu'ils apparaissent. Nous avons ensuite Max de la petite sirène. J'adore ce chien. Peut-être mon chien Disney préféré. En tout cas, parmi ceux qui ne parlent pas, nous sommes d'accord. J'aime beaucoup ses réactions, la façon qu'il a de s'immiscer parce qu'il s'intéresse à son maître et parce qu'il comprend certaines choses instinctivement que lui ne comprend pas par rapport à Ariel. Voilà, quand il soupire parce que Eric ne comprend pas qu'Ariel est la sirène qu'il a sauvée avant. C'est assez drôle ça. Il a pas mal de petits moments comme ça qui passent bien. J'aime beaucoup Max. Après, nous avons les animaux de la forêt de Blanche-Neige, les animaux qui sont là pour la soutenir, qui sont touchés par son joli chant, par sa beauté, et oui, très conte de fées de l'époque, à nouveau, un film de 1937, faut pas oublier, et voilà, il passe nickel à cet écart-là. Voilà, les animaux de soutien pour apporter le quota mignon au film, et y donner une valeur de pureté à l'héroïne, qui est tellement belle, mentalement, qu'elle a su véritablement toucher des animaux. J'aurais pu faire pareil pour les animaux de La Belle au Bois dormant, maintenant que j'y pense. Après, ils sont juste un rôle d'apparition, histoire de dire que Aurore parle aux animaux, mais après coup, ils servent à rien. Donc j'ai du mal à les considérer vraiment comme des animaux de compagnie dans l'absolu. Hein. Au cas où il y a quelqu'un qui me pose la question, et j'y réfléchis, mais je n'en valais pas non plus grand-chose. Alors que là,
ils sont à fond derrière, quoi. Ils l'aident à faire les tâches ménagères lorsqu'elle prévoit de les faire, et lorsqu'elle est en danger, ils viennent prévenir les nains, parce qu'ils sont fidèles jusqu'au bout, et ils sont attachés à cette fille qui leur a montré sa pureté et sa bonté. J'aime bien cette attache qu'il y a, même si elle est très conte de fées rapide, elle passe bien, elle passe bien. Après, nous avons Néron et Brutus de Bernard et Bianca, ils foutent les jetons, et ils ont un petit côté drôle à part ça. Je pense que c'est la chose qui appuie le plus Médusa. Et je me perds un petit peu dans les noms, oui, c'est Médusa dans cette histoire, c'est que voilà, dès lors qu'on se penche sur sa personnalité, elle est assez bof. Dès lors qu'on se penche sur les animaux qu'elle possède, putain, elle fait peur, elle a un léger côté badass. Donc, voilà. Hein, quand on a 2 alligators de compagnie, je te jure, ça marque, hein. Ça impose un petit peu. Ça impose un petit peu. Donc, ça passe bien, cette guerre-là. Après, donc, Pato, le chien de Cendrillon. Qu'est-ce qu'il fout si haut, celui-là? Je ne pige pas. Là, s'il y a quelqu'un qui a placé ce chien aussi haut et qui m'explique, parce que ça peut pas être juste parce que c'est un chien. Il y a d'autres chiens qui ont été placés beaucoup plus bas que ça. Donc il doit y avoir un truc. N'hésitez pas à me le dire. Qu'est-ce qui vous a fait placer ce chien aussi haut? Parce que je ne pige pas. Il n'y a rien de mauvais chez lui, hein, ou quoi que ce soit, mais je ne le trouve pas particulièrement marquant. Personnellement, c'est ça le truc. Enfin bon, nous avons ensuite la chèvre d'Esmeralda, que je trouve un peu trop placée personnellement, mais... disons que elle est un peu plus marquante dans le fait qu'il n'y a pas beaucoup de chèvres qui sont des animaux domestiques dans les Disney. Ça doit aider, hein, comparé à Achille, c'est un énième cheval, là une chèvre, c'est pas tout le monde qu'on a une. Et là, quelques petites réactions un peu drôles, sans plus. C'est un petit peu lourdeau sur les bords, mais c'est plus le ton de certains gags. Je sais pas, je la trouve pas particulièrement marquante en soi. À part dans l'idée, dans le concept, mais une fois qu'on sort du concept, personnellement, elle ne mérite pas cette place. Ensuite, nous avons Morph en numéro 12. La planète au trésor n'atteindra jamais le top 10. Jamais! Merde! Donc là, j'adore ce petit truc, il est trop mignon, et puis sa capacité à changer de forme en font vraiment un animal magique qui a beaucoup de capacités, et on joue vraiment sur le fait que c'est un animal très naïf, très puéril, qui veut s'amuser, mais qui a quand même de l'attache envers ceux qui sont avec lui. Il a quelques moments un peu trop gaguesques, un peu trop cassage de l'ambiance, si j'ose dire, à 2-3 petits moments, mais globalement, il passe nickel pour appuyer davantage la relation entre Jim et John, puisque voilà, il appartient à John, il a un lien affectif avec lui, mais il se découvrira un autre lien affectif avec Jim, et c'est un peu une petite passerelle entre les deux, hein, en plus de leur relation, c'est très bon ça. J'aime beaucoup cette petite bestiole, elle est dans mon top 10 personnellement. Bon, ensuite pour terminer avant le top 10, nous avons Pascal de Réponse qui a échappé de justesse au top 10. Et ouais, j'ai déjà donné un peu mon avis, j'ai un peu de mal avec le côté bizarre du personnage, bizarre, gratuit j'ai envie de dire, du personnage dans le film. Après, j'avoue, il s'améliore beaucoup dans la série. C'est pas faux, il me plaît largement plus dans la série que dans le film, donc il se rattrape pas mal. Il n'est pas tout à fait dans mon top 10 personnellement, mais je comprends qu'on l'apprécie, vraiment. Une fois de plus, c'est aussi un animal très particulier, hein. C'est pas un chien ou un cheval, c'est pas tout le monde qui a un caméléon domestique, quoi. Bien, nous entamons le top 10 en commençant par Nana de Peter Pan. Alors, elle est cool quand on la voit en intro du film. Après, on la voit plus et on fait pas gaffe à elle, donc je trouve que c'est un peu abusé de la mettre en top 10, personnellement. Et elle est cool dans l'intro du film, je vais pas nier, elle est cool. Voilà. Ensuite, en numéro 9, Raja de Aladdin. Il joue un petit peu le rôle d'un chat, assez espiègle. Donc voilà, c'est sympathique. Pas grand chose de plus à dire, c'est pas non plus la panacée, mais ça reste un bon personnage. À nouveau, c'est pas tout le monde qui peut se targuer d'avoir un tigre domestique. Et à ce niveau-là, vous l'avez bien rendu. Vous l'avez bien rendu dans son côté donc attaché à Jasmine et son côté dangereux. Parce que voilà, hein, tu fais pas chier un tigre. Hein. Tu fais pas chier un tigre. À cet égard-là, il passe bien, quoi. Il apporte une vraie originalité. Puisque je suis
pas sûr que même dans l'Arabie antique, il y ait beaucoup de gens qui aient eu des tigres domestiques à ce stade-là. C'est vraiment une version très idéalisée de la chose. Reprenez-moi si je me trompe. Donc voilà, ça a donné une illustration très particulière qui passait nickel à cet égard-là, qui ajoutait un peu d'exotisme à ce film. Après, donc, Pégase de Hercule. Très bon personnage, la complicité qu'il noue depuis l'enfance avec Hercule, je trouve ça presque touchant. Voilà, après, évidemment, il n'a pas la parole, c'est ce qui manque un peu pour faire un must parmi les personnages, mais c'est un des meilleurs personnages muets que j'ai pu voir dans un Disney, personnellement. Je l'aime bien, une fois de plus, ça joue sur le côté mystique de la Grèce mythologique, donc un cheval ailé, ça c'est toujours un facteur cool en plus. On joue sur le fait qu'il a un petit peu une cervelle de moineau, ce qui peut être un peu drôle par moment, un tout petit peu lourd à d'autres. C'est la seule chose que je dois reprocher, mais globalement c'est vraiment l'ami fidèle. Qui n'a pas eu le temps de nouer une relation très longue avec son propriétaire quand il est né, mais étant donné qu'il a été créé par magie pour l'aimer, j'imagine, c'est un peu logique qu'il ait quand même gardé cette relation avec lui. Qu'Hercule s'en souvienne, c'est le plus bizarre pour moi, mais je chipote sur les détails. La relation entre lui et Hercule est mignonne, il apporte beaucoup au film, et même à la série, j'ai envie de dire, c'est l'un des rares personnages à être relativement consistant par rapport au film. C'est très rare ça, donc voilà, il me plaît bien. Est-ce que c'est au stade de le considérer parmi mon top 10? Non, mais il me plaît bien, je vais pas le nier. Après, pour continuer sur les chevaux, nous avons Maximus de Réponse que j'adore. Je l'adore surtout dans les 2 premiers tiers du film, où c'est lui qui représente le mieux la loi. Il est tellement zélé par son rôle qui va jusqu'au bout pour attraper un voleur qui lui échappe, et j'avoue que d'un côté, c'est hilarant, et de l'autre, ça le rend particulièrement cool. Et les deux vont ensemble, et le mélange est génial à cet égard-là. Il est super, il a beaucoup de présence, il a une tonne de capacités, qui en font un allié de choix. J'ai des problèmes dans l'écriture autour de lui, la façon dont il change de veste un peu trop rapidement. Désolé, c'est le seul truc que je dois redire qui m'empêche de le classer parmi les meilleurs. Voilà, il n'est pas particulièrement dans le top 3, mais il a failli l'être, hein, si on avait un petit peu mieux géré de façon plus fluide cette transition-là. Mais globalement, très très bon cheval. En numéro 6, Cléo. Petit coquin. Oui, au-delà du problème que j'ai avec la façon de rendre ce poisson féminin sexy, elle est mignonne dans ses réactions, et son duo de caractère avec Figaro passe bien. Après, elle sert pas à grand chose. C'est un peu le truc que j'aurais à dire sur Cléo et Figaro qui est encore plus loin, c'est que mignonne, elle a son petit caractère, mais qu'est-ce qu'elle apporte techniquement à part appuyer que Geppetto à des animaux de compagnie? Est-ce qu'il aurait pu en avoir un seul, Geppetto, au final? Quel est l'apport particulièrement énorme que donne ce poisson au récit? Et la réponse pour moi c'est rien. J'ai rien. Mais voilà, c'est une bonne présence, sympathique. Il mérite pas d'être dans le top 10 personnellement, mais je comprends qu'elle plaise. Je comprends aussi que Figaro plaise, mais oui, je ne les aurais pas placés dans ce top 10, c'est sûr. Après, en numéro 5, le corbeau de Maléfique, que j'aime bien. On appuie bien son côté macabre, funeste à Maléfique lorsque son corbeau est tout aussi donc funeste qu'elle le caresse. On voit qu'il y a une petite attache entre elle et lui, ce qui fait qu'elle perd un peu ses gonds lorsqu'il meurt. C'est plutôt joli ça. Le truc, j'aurais pas été contre, en toute sincérité, dans le film animé, qu'on passe plus de temps sur le drame de cette perte pour elle. Parce que ça dure 10 secondes. Voilà, son corbeau meurt, elle s'énerve, elle est triste pour ça, et après, bon, elle se transforme en dragon et tout, mais donc bon, j'imagine que ça a été un petit peu lancé par ça, mais je sais pas, j'aurais pas été contre qu'on appuie un tout petit peu plus ce drame. Le problème que j'ai avec ce corbeau-là, c'est qu'il est très bien pour illustrer Maléfique. Si on avait passé plus de temps, si on avait davantage appuyé ce qu'il représentait pour elle, plus que des caresses de temps en temps, il aurait eu plus d'impact.
tel quel, il a un peu d'impact, hein, je le reconnais, mais au point d'être dans le top 5, pas personnellement. Voilà. Après, nous avons Lucifer de Cendrillon. Je crois que c'est un des rares bons personnages animaux méchants. Il n'y en a pas des masses d'autres qui me viennent en tête. Lui, il est plutôt sympathique. On a tous envie qu'il bouffe une souris, hein, parce que sérieusement, les souris nous tapent. En tout cas, moi, elles me tapent sur le système. Je pense que c'est le cas pour pas mal d'entre vous. Mais voilà, ouais, on a juste envie qu'il en bouffe une. Après, sur sa personnalité, pas grand chose de plus à dire, hein. C'est pas non plus un personnage hyper développé. De toute façon, le but de la liste, les personnages ne sont pas particulièrement développés. Votre animal enculé préféré, et je le comprends très bien, j'avoue qu'il passe très bien en tant qu'animal enculé. C'est-à-dire le chat qui veut se reposer un petit peu sur ses acquis, vraiment le pourri gâté de base, qui veut foutre la merde dans la vie de Cendrillon parce que ça l'amuse. En fait, il a été un peu élevé comme ça dans un sens. Il représente totalement la mentalité de cette famille qui se croit supérieure et qui veut traiter les autres comme des moins que rien. Et même si on fait du gag un peu cartoon de temps en temps, surtout dans le premier film, même dans le second on en fait un petit peu, il appuie particulièrement bien cette mentalité. En parallèle quoi, de ceux qu'il possède. C'est un peu comme les animaux de compagnie de Ratigan et de Basile. Ça aide à prolonger la mentalité des méchants. Et à cet égard-là, il le fait nickel, Lucifer. Nickel. Après, en numéro 3, le top 3 commence, nous avons le chien que tout le monde adore, Pluto. Pluto deux fois qu'une. Badoum tcha. C'était de la merde. Donc, ouais. Je crois avoir déjà dit à une ou deux reprises que j'aimais bien Pluto sans plus. Voilà, il est mignon, lorsqu'on se centre sur lui, sur des bons courts-métrages, il peut être attachant. Des fois non, c'est variable, ça dépend des courts-métrages. Et ouais, en moyenne, il est sympa sans plus, pour moi. Je comprends qu'on apprécie particulièrement le côté iconique de ce chien, de ce qu'il représente par rapport à nos personnages Disney vraiment typiques. En ce qui me concerne, il n'est pas suffisamment marquant sur la globalité en moyenne pour être rangé de façon aussi élevée en comparaison aux autres, mais je comprends cette place. Après, en numéro 2 sur le podium, nous avons Abu. Alors, il a un côté sous Donald, comme avait dit Mayo dans sa critique, et c'est vrai, on comprend pas grand chose à ce qu'il dit, il a un mauvais caractère, donc on peut se dire c'est un petit peu un Donald. Après, voilà, il est bien sans être transcendant non plus, c'est un bon personnage, assez sympathique, mais il fait clairement pas partie des meilleurs points du film. Je pense pas. Là aussi, je crois m'être un peu penché sur le personnage avant, sur le fait que j'aime bien sa relation avec Aladdin et leur camaraderie. Hein, le fait qu'ils sont vraiment solidaires l'un envers l'autre à plusieurs moments. Le fait qu'il soit un peu filou, qui aide aussi, il ne sert pas à rien. J'aime beaucoup ça. Il a des moments où il est un petit peu trop gag, mascotte gag, et honnêtement, c'est pas fameux pour moi. Ces moments-là, ça le rabaisse un peu et ça en fait pas une des mascottes Disney les plus méritantes à mes yeux. Mais vu la popularité du singe, ça m'aurait étonné qu'il soit pas dans le top 5. Limite, il aurait pu finir numéro 1. Mais c'est pas lui qui a fini numéro 1 parce qu'en numéro 1, nous avons une surprise pour moi. Oh, Figaro. Figaro. Ok. Vous préférez le chat de Minnie au chien de Mickey, apparemment. Oui, parce que bon, il vient pas que de Pinocchio au bout du compte. Ouais, j'aime bien. Il a pas mal de phrases qui peut être très drôle dans son côté un peu gamin qui veut l'attention, mais qui malgré tout s'attache aux autres. C'est très cool. Je sais pas, il y a des animaux qui sont un peu plus marquants dans leur fonction, dans ce qu'ils apportent. Parce que Figaro, c'est un peu comme Cléo. C'est-à-dire qu'on l'aurait viré de l'équation, on n'aurait eu que Cléo à la place de Figaro, ça aurait été un peu pareil. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc,
Étant donné qu'ils n'apportent rien à l'intrigue, particulièrement en termes de fonction, à part appuyer que Geppetto a des animaux de compagnie, qui appuie qu'il a du cœur, tout ça, c'est cool, ils n'ont pas d'impact ultra notable sur l'intrigue, en ce qui me concerne. Ce qui fait que, voilà, j'ai du mal à les considérer comme les meilleurs animaux domestiques jamais écrits, parce que les meilleurs animaux domestiques jamais écrits, pour moi, hein, ceux qui se vouent un peu aux humains, sont ceux qui montrent ça en se montrant utile, en ayant des moments assez forts où on ressent de façon très notable leur attache envers ses maîtres, ces gens qui veulent suivre. Et dans le cas de Figaro, c'est mignon, on voit la relation, mais est-ce qu'on la ressent à un niveau scénaristique poussé, vital? Non. Alors que dans d'autres cas, oui, ça se ressent beaucoup plus. Ce qui fait que j'arrive pas à l'adorer autant. Sachant que, ouais, il est premier avec une grosse marge, hein. Voilà, c'est pas joué à peu de choses près entre lui et Abou, hein. C'est Figaro, hein. Numéro 1, haut la main. Donc, voilà, je serais pas contre que vous m'expliquiez ça aussi. Voilà, parce que je comprends ce qu'il y a dans sa personnalité, dans les scènes qu'il a, qui font que qu'on l'apprécie particulièrement, mais qu'on l'apprécie plus que tous les autres, un peu surprenant. C'est pas un résultat auquel je m'attendais, donc si jamais il y a quelqu'un qui voudrait bien expliquer pourquoi il trouve que Figaro est le meilleur, en dehors de l'argument « Ah, il est trop mignon !» Bon, parce que si ça se résume à ça, ok, si vous voulez, mais disons que il y a peut-être des arguments un peu plus poussés que ça. Espérons-le. Voilà qui conclut un petit peu cette liste. Et avant de terminer, j'aimerais faire un petit bonus perso, parce qu'il faut savoir qu'initialement, je voulais que cette liste soit centrée seulement sur les chevaux Disney. C'est un truc qui m'a toujours fait un peu délirer, le nombre de chevaux Disney qui se mettaient un petit peu en avant dans les films animés Disney, et je voulais un petit peu faire un sondage là-dessus. Je savais que la liste serait pas longue, mais j'avais un petit peu envie de voir ce que les gens penseraient, et il y a Hugo qui m'a dit « Attends, c'est un petit peu trop court, hein, on veut un truc un petit peu plus vaste, alors rajoute des animaux. » Et je dis « Ok, d'accord, très bien. » On va rajouter des animaux. Et ça m'a un petit peu frustré parce que j'aurais pas été contre qu'on voit un petit peu les résultats, ce que penseraient, alors dans l'ordre d'importance, les gens des différents chevaux qui ont été mis en avant dans l'animation Disney. Et on n'a pas tout à fait ça, en tout cas pas totalement, puisqu'il manque les chevaux qui parlent, c'est-à-dire Buck de la ferme sur Rebelle ou la jument dans les Aristochats par exemple. On les a pas tous, donc c'est pas totalement exhaustif, mais on a une liste quand même assez forte d'une majorité des chevaux animés Disney, et j'ai un petit peu recoupé pour voir quels étaient donc vos chevaux préférés par ordre d'importance dans ce qu'on a. Et donc voilà la liste, et si certains cas ne me surprennent pas, certains me surprennent un petit peu. Maximus premier, c'est évident, Pégase juste après là aussi, mais voilà, Samson devant, une fois de plus, Philibert, Cannes et Achille, c'est surprenant. Major de Cendrillon, pareil, Major devant Cannes et Achille, je pige pas trop. Et voilà, il y a certains cas que j'aurais vu un petit peu plus situés que d'autres. À nouveau, les places pour les animaux de Cendrillon, je suis vraiment pas contre que quelqu'un m'explique d'où il a tiré ça. À part que Cendrillon j'adore, donc j'adore ça, j'espère que c'est un peu plus posé que ça quoi. Donc, ouais, c'était intéressant de voir ça, hein, certaines surprises, et voilà, je tenais à faire ce petit encart personnel pour moi, hein, vous en foutez royalement j'imagine, mais moi c'était intéressant de voir ça. De voir que les moins bien placés, ce sont ceux des suites, des films, des films des années 40 et de Pixar. Voilà, Pile Poil et Angus de Rebelle. Le Nob de La Reine des Neiges 2, c'est une grande surprise pour moi, mais j'ai le sentiment que parmi ceux qui me suivent, il y a vraiment un noyau assez dur de gens qui aiment vraiment pas La Reine des Neiges 2. Ça a dû jouer un petit peu. Et ensuite, nous avons donc, oui, les deux chevaux du crapaud et du maître d'école et de Mélodie Coutel, qui n'ont pas autant marqué en tant que film, donc c'est un peu normal. Donc voilà, cette fin est logique. C'est la suite qui est un peu discutable pour moi. Indiscutable, je suis pas d'accord, c'est tout. Hein, mais bon, hein, au bout du compte, Maximus Ier, total d'accord. Hein.
content de cette place, hein. Il la vaut, il la vaut. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi les résultats de ce sondage. On se donne rendez-vous le mois prochain. Je serai là, ne vous inquiétez pas. Mayo sera là. On va reprendre les sondages à un rythme soutenu, à un rythme d'un par mois. Voilà, je tenais à m'excuser si ça n'avait pas été le cas. C'est entièrement de ma faute, pas celle de Mayo Lake. Donc voilà, ne lui portez pas préjudice pour cela. Voilà qui conclut. Merci à nouveau à Hugo pour son travail. Merci au groupe de relecture pour leur aide. Hein. Ça m'a permis de me faire moins gueuler dessus pour des oublis que j'aurais fait. Bon, je me suis fait un peu gueuler dessus, entre guillemets, évidemment. Pour certains trucs qui n'étaient pas techniquement des oublis. Mais bon, hein, c'est pas la première fois que je dois justifier certains choix qui ne sont pas là. Et merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ce sondage vous aura plu. J'ai pas précisé, vous étiez un peu moins de 200 à voter, 192. Je reconnais que c'était pas l'un des sondages les plus fédérateurs, mais dans pas longtemps, je pense qu'on va faire un truc qui vous parlera un peu plus. Merci d'avoir suivi. À très bientôt.